Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ben voilà, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, aujourd'hui c'est le samedi 6 juillet. Et puis ben c'est l'émission de radio Handispik en partenariat avec Radio de Jido, qui a toujours l'immense plaisir de nous accueillir à cette rencontre-là. Donc voilà, normalement on doit recevoir Madame Hénin, chargée de mission au gouvernement sur la sécurité routière. Et puis ben elle devrait pas tarder à arriver, donc voilà. Et puis on doit lui poser des questions. Et puis ben je vous souhaite bonne vue sur la vidéo. Partagez-la si elle vous plaît. Et puis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Merci. C'est avec plaisir de vous retrouver tous les premiers samedis du mois avec l'émission Handispik. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de vous parler du thème. Ce samedi, c'est la sécurité routière. Et on a comme invité, normalement il y a Madame Hénin qui est aussi arrivée. Et je pense qu'elle est sur la route et qu'elle arrive. Et avec nos deux autres invités, il y a Emmanuel Eafala et Moïse Niazo. Merci les garçons d'être venus. Merci de faire l'immense plaisir de votre présence. Et bonjour. Voilà, aujourd'hui, on va parler de la sécurité routière avec tous les problèmes qu'on rencontre chaque jour et chaque semaine. Tout ce qui engendre le fait de se retrouver après un accident en situation de handicap et tout ce qui en découle par rapport à tout ce qui est accident. C'est comme ça qu'on me rappelle. Et je suis là en tant que personne ayant vécu un accident de la route, ayant survécu surtout, et puis je viens en parler. Mais je suis aussi, d'un autre côté, je suis représentant de la CH, l'Association calédonienne handicapée, par lequel je suis arrivé à être ici, en bon état, par laquelle aussi j'ai réussi à me retrouver à parler du handicap. Voilà. L'époux de la carte des données en terre. Moi, je me présente, je m'appelle Moïse Niazo et je suis membre de l'association ACH. Et c'est un plaisir pour moi de témoigner aujourd'hui. Et si je suis là, c'est pour partager le message du handicap. Merci. Voilà. Un accident, bon, ça ne se calcule pas. Par définition, ça arrive sans annonciation. Forcément, on le veuille ou pas, c'est très loin de toute imagination. C'est souvent par manque d'inattention. Ou par manque de précaution, un manque réel de précaution, ou bien par le choix d'une mauvaise décision. Voilà. En ce qui me concerne, moi je ne vais pas vous faire la leçon, mais j'ai juste parlé de mon accident, j'ai fait le con. Donc je suis par définition. Pour moi, je ne considère pas un accident, je considère que j'ai fait une connerie. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai fait le con. Donc par définition, je suis un con aussi. Parce que j'ai pris le volant en étant sous. Et ça, je ne devais pas le faire. Pour moi, je vois l'accident comme une sanction et mon handicap comme une punition. Mais mérité, pour moi c'est mérité. Il n'y a pas mieux. Sous forme de la punition, je perds beaucoup de sensations, de capacités, qui m'ont permis de faire des conneries avant. Maintenant, on dit que je suis devenu plus sage, mais c'est vrai, je ne peux plus faire de conneries. Je peux faire moins de faire de conneries, mais je peux en faire encore. Puis là, je me fais une raison à tous mes proches, parce que vous savez, quand on devient handicapé, c'est tous les proches qui sont handicapés aussi, la maison, les copains, tout ça. Bon, ça, on change de copains aussi. Et puis, à tous mes proches, je demande pardon. Et puis, voilà. Ils sont toujours dans ma rééducation, ils sont toujours autour de moi. Et puis, ce que
là où je suis content, c'est parce que de mon accident, je n'ai blessé personne d'autre que moi. C'est pour ça que je dis que c'est bien fait pour moi, mais tranquillement. Parce que j'aurais blessé quelqu'un d'autre, je ne savais pas comment j'aurais vécu ça. Je n'aurais pas dit que je survis. Là, je survis tranquillement, je suis content d'être là pour parler de mon accident. Parce que pour prévenir les gens, ne pas faire les mêmes conneries. Qu'on boive un peu ou pas beaucoup, ou bien plus, il ne faut pas conduire, c'est tout. Il n'y a pas d'autre seul, il n'y a pas de dire je tiens le coup. On est toujours sous, on est toujours sur l'alcool. Et ça c'est interdit. On n'interdit pas pour faire plaisir. On interdit parce lorsqu'on boit, et ça je connais un peu déjà, on perd ses capacités. Et c'est des réflexes. J'ai fait du sport aussi, j'ai vu que quand je buvais une bière avant l'entraînement, ben, je n'avais pas les mêmes performances que quand je venais à jeun. Et aussi la vision. J'ai fait du tir aussi, ça n'allait pas du tout, je voyais double et tout ça. Ça tremblait, l'image tremblait, je me demandais pourquoi, ou bien les muscles aussi tremblaient. Donc l'alcool n'est pas... Et puis, vous savez que prendre le volant, c'est un exercice de précision. Je vous dis bien, c'est un exercice, parce que il faut être attentif tout le temps, dès qu'on démarre, jusqu'à quand on arrête la voiture. Il ne faut pas relâcher. Parce que si, par exemple, il y en a qui... On connaît des accidents, des gens qui étaient à jeun, tout ça. Il suffit de regarder dehors, regarder le paysage, ou bien chercher un paquet de cigarettes, ou bien changer de cassette, ou chercher sa cigarette, voilà. Et on a un accident. Parce que, en une seconde, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que Moïse disait tout à l'heure, ça peut arriver à tout le monde. Donc c'est pas seulement avec l'alcool, mais alors, faut pas, quand on boit puis on veut conduire, on précipite. On se propose à faire plus d'accidents aussi. On m'a dit, je suis resté 3 mois dans le coma profond. C'est un coma où on ne se rappelle de rien, on ne fait que dormir. Et vous savez, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une dans le cou, c'est une trachéotomie, c'est pour mieux respirer. Et puis on m'a dit, dès qu'il y avait une tribu, et fait de la tribu et on a accueilli les gens de la tribu de Ponos, que je salue bien sûr sur la tribu, et on a fait trop la fête et moi j'ai trop arrosé quoi. Puis et au moins je suis tombé KO et puis on m'a réveillé, puis il y avait 4 portes dans la voiture. Une porte est condamnée et c'est par cette porte et quand on a eu l'accident, j'étais éjecté à 10 mètres. Donc j'étais éjecté justement par cette porte. Et c'est pour ça que je vous dis que je peux témoigner en tant que survivant de l'accident et pour dire que un accident, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à n'importe qui. Là, à des moments où on ne s'attend pas en fait. Voilà. Tu ne peux pas répondre, tu entends tout ce qui se passe autour de toi. Donc quand je me suis réveillé, au pied de mon lit, il n'y avait que ma femme, et elle me disait, je me dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me regarde, elle me montre, il faut que je vois un peu ce que c'est mon état. Donc je suis allongé, je ne peux pas bouger. J'ai mis mes orteils tout bleus, tout ça. Elle m'a dit, voilà, ben, tu t'es bien arrangé. C'est tout. Elle s'est moquée un peu de moi parce que c'est normal. Elle savait que je faisais toujours mon malin. J'étais toujours prétentieux, je disais, voilà, non, mais ça, moi je tiens le coup, je vais faire la fête, je contrôle. Comme on dit, on entend souvent maintenant les jeunes dire, quand on leur donne des arguments, hé,
Faites attention à vous. Ok, je gère. Ouais, je gère. Mais j'ai rien géré du tout. Hein. Là, je me suis fait emporter, laissé emporter. Mais ce n'est pas la faute de l'alcool. Hein. C'est pas la faute de la voiture. C'est la mienne. C'est moi qui ai décidé de confier mon corps à n'importe quoi. J'ai dit, je ne conduis plus mon corps. Et voilà, on s'est arrivé. Mais, encore une fois, je dis, si je suis là à parler assez fortement, c'est parce que je n'ai blessé personne d'autre. Voilà. Et puis, et c'est là que je me suis réveillé, et je me suis décidé de conduire. Je reprends ma voiture. Donc je suis parti avec ma voiture. J'ai dit, j'allais faire un tour. Et j'en ai fait un tour que je me dis, mais j'étais conscient que j'étais sourd. Je ne pouvais pas conduire. Attends, j'ai fait quelques essais chez moi. Marche arrière, marche avant. Je dis, ah mais ça va, je peux démarrer ma voiture, je peux faire marche avant, marche arrière. Donc, il est 10h du soir, personne ne va me gêner dans le quartier. Donc j'ai essayé de rouler dans le quartier. Dans le quartier, ça marchait. J'ai dit, pourquoi pas la grande route? En avant de la grande route. Mais c'est en allant, parce que j'allais de Conception au péage. Ouais, je me disais, j'avais trouvé un prétexte, j'avais faim. Comme j'avais bu toute la journée sans manger, quand je partais jusqu'au péage, j'arrivais au péage. Je ne sais pas comment je suis arrivé, mais bon. Je m'étais dit seulement que j'allais, en partant de chez moi, comme j'arrive à conduire dans les petites rues de quartier, j'arrive à conduire, je me suis dit, sur la grande route, il faudra que je fasse attention. Alors je regardais le bord de la route et en même temps le compteur. Il ne fallait pas que je dépasse 10 à l'heure. Et comme ça, je vais arriver tranquille. Et je vais gêner personne. Et pendant que je roulais, je me disais, bon, qu'est-ce qu'ils font les voitures derrière moi? Parce que je voyais plein de lumière. Mon rétroviseur était plein de phares. C'était bien éclairé. Il y a des voitures derrière. Moi et Manu, on était évadés. Donc, on était en complet en conscience. Et donc, on était comme évadés. Et puis, selon les docteurs, il y a un an, les progrès vont vite. Et après, ça devient stable. Et jusqu'à guérir, c'est là la question. Puis moi, je continue à dire que je ferai toujours des progrès. Et puis, il faut signaler aussi qu'avant, pour essayer dans le coma, bien sûr, je ne parlais pas, je ne marchais pas. Donc, tout ça, c'est acquis à faute avec la volonté. Donc, maintenant, je peux marcher, je peux parler. Donc, je continue à dire que les progrès vont très vite jusqu'à marcher. Moi, je dis qu'il n'y a pas eu de rupture. La continuité continue. Donc, je suis de cours. Voilà. Mais j'ai déchanté quand je suis arrivé en Australie le premier soir, parce qu'on m'a fait des... Je suis arrivé là-bas le 31 décembre. Hein. Alors j'entendais partout Happy New Year, Happy New Year. En descendant de l'avion, je me disais, ouais, Happy New Year pour vous, mais moi, dans 3 mois, je rentre chez moi. Et c'est là que je chantais Happy New Year. Vous voyez, j'ai pas conscience de... Et c'est quand ils m'ont fait des examens, ils m'ont dit, bon, mais tu dois changer d'hôpital, tu ne dois pas rester dans l'hôpital des blessés, il faut qu'on t'emmène dans un hôpital de paralysés. Je dis, arrêtez vos conneries. Moi, je sais, le médecin de Nouméa m'a dit que je n'allais pas être paralysé. Je suis blessé. Je vais être soigné, puis après, dans 3 mois, je rentre. Je dis, monsieur, il faut qu'on fasse l'expérience, mais il faut on va vous montrer l'expérience. On va faire des tests sur vous pour montrer que vous êtes paralysé. D'abord, vous ne pouvez pas bouger. Moi, j'ai dit oui, d'accord. Puis là, vous ne sentez pas vos jambes? Non. Peut-être vos doigts aussi? J'ai dit oui. Donc, ils ont dit, regardez votre jambe, elle a la gangrène. Puis quand je leur ai expliqué que ça faisait 1 semaine déjà, non, 2 semaines, ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Comment ils ont pu vous laisser ça? Moi, j'aurais dit, ben, je sais pas. Mais, et ils ont parlé d'amputer au niveau de la cuisse. Moi, j'ai dit, eh oh, ça va là. Je dois revenir sur mes 2 jambes. Comment je vais revenir dans mes 2 jambes si j'ai pas... Il manque une. Donc après, ils m'ont dit, ben voilà, mais c'est pour rien. Moi j'ai dit, je comprenais pas. J'ai dit, attendez, vous pouvez m'amener un interprète parce que là je comprends plus rien. Mon niveau d'anglais n'était pas suffisant. Parce que
Je dis, là, vous dites le contraire de ce que dit là-bas à Nouméa. Donc, ils ont pris ma jambe, mon pied, ils m'ont montré avec un miroir pour que je vois, parce que je n'arrivais pas à lever la tête. Ils ont pris une aiguille, ça peut traverser mon pied. Ils ont piqué mon pied. Et l'aiguille traversait sans problème. Une grande aiguille. Il n'y a rien qui le retenait. Il piquait n'importe où. Ça passait. Donc, ils m'ont dit, voilà, c'est foutu, donc il faudrait qu'on coupe tout de suite. Et tout de suite, c'est pas attendre 15 jours, on ne peut pas attendre 15 jours. Sinon, la gangrène va monter, puis c'est fini après. J'ai dit, ok, bon ben, comment on procède? Il dit, ben, on va vous amputer au niveau de la cuisse. J'ai dit, ah non, je veux garder comme le genou. Il dit, monsieur, c'est pas possible. J'ai dit, si, je veux garder le genou. De toute façon, parce qu'il m'avait proposé de signer pour l'amputation. J'ai dit, de toute façon, je ne vais pas signer, moi, si c'est au-dessus du genou. Donc, ils m'ont fait signer. Il a dit, mais demain matin, on repasse. J'ai dit, ok. Je signe, en pleurant, bien sûr. Et le lendemain, quand je me réveille, je vois toute la clique de médecins, d'infirmiers, ils viennent pour voir. Moi, j'ai dit, le pansement, il est fait, l'amputation est faite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on vient changer le pansement. J'ai dit, ben non. Normalement, quand on fait un pansement, on le laisse cicatriser. Puis après. Il a dit, ah non, mais alors, on va voir tout de suite. Alors l'infirmière ne se prête pas, elle commence à défaire un peu. Il dit, vous êtes prêt, monsieur? Voilà, je dis oui. Quand elle a retiré le pansement, j'entends dire comme ça. Pour moi, comme je n'arrivais pas à voir, je disais, qu'est-ce que c'est? J'ai vu l'infirmière prendre le pansement qu'elle avait retiré sur mon moignon et montrer au médecin. Ils ont hoché la tête, mais ils ont jeté le pansement à la poubelle. Puis ils ont dit, ben voilà, monsieur, voilà, ça ne va pas. Moi, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, ce que vous avez entendu, moi j'ai demandé qu'est-ce que j'avais entendu comme bruit. Non, c'est la chair qui est venue avec le pansement. Donc la chair était pourrie, elle ne tenait pas. Donc on avait coupé là où c'était pas bon. Alors je voyais l'infirmière, je sentais que l'infirmière trépouillait, puis disait, qu'est-ce qu'elle fait là? Non, là, elle est en train de gratter un peu pour voir jusqu'où ça va s'arrêter. Et moi j'ai dit, ben voilà, on n'a qu'à gratter. Et puis après, jusqu'à qu'on trouve la chair saine, pas la peine de couper trop. Il m'a dit, on va gratter, je vous assure, monsieur, ça fait 15 jours que vous avez la gangrène. Alors vous grattez aujourd'hui, ce matin, en milieu de matinée, en fin de matinée, et cet après-midi, on vous met dans le cercueil, puis vous rentrez chez vous. Ah, ils sont directs, hein. Et puis ils m'ont dit, mais là, on doit vous transférer après. On va vous amputer, on va vous transférer après. Dans l'hôpital des paralysés. Donc j'ai dit, bon. Il y en a d'autres choix que de à part gratter. Ils me disaient, oui, on ampute plus haut. J'ai dit, vous me promettez que je n'aurai plus à revenir à l'hôpital? Ils ont dit oui. J'ai dit, ok. Bon. J'ai re-signé en pleurant. Et le lendemain, je me suis retrouvé avec une seule infirmière à mon lit, qui venait prendre la température, tranquille, puis elle m'a dit, je lui ai dit, mais où est la clique? Elle me dit, non, il n'y a que moi, ça suffit. Regardez en bas. J'ai regardé sous le lit, il m'a demandé de regarder. Il m'a mis un roi pour que je vois sous le lit le bac qu'on met en dessous. Et on met toujours un seau ou tout ça, avec un tuyau qui sort de l'amputation pour faire sointer voilà. Ben, l'eau, elle était claire. Mais lors de la première amputation, l'eau était toute noire. Elle n'était pas rouge, elle n'était pas rose, non, elle était noire. Et puis un peu pâteuse aussi. Voilà. Puis c'est comme ça que je me suis dit, bon, là je suis handicapé. Pour moi je me suis dit, là je suis handicapé, mais amputé. Aujourd'hui on va parler de la sécurité routière et comme on n'a toujours pas notre invité Madame Enem, mais du coup on est avec nos deux autres invités, c'est-à-dire Emmanuel Eafala et Moïse Ngazo. Et voilà, on parlait des témoignages et la première partie, Emmanuel parlait de ce qu'il a vécu et par rapport à ce qui lui est arrivé durant son accident et de son vécu par rapport à prendre la route, même si voilà, il savait que il pouvait pas le faire. Et toujours rappeler à la population par rapport aux accidents de la route que la Calédonie, voilà, est un des pays qui a plus d'accidentés de la route. 3e au monde
et que les gens prennent conscience que c'est vraiment un problème et que les tuer sur la route depuis le début de l'année, d'après le baromètre de l'accidentalité en Nouvelle-Calédonie, la période depuis de janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2019, on a une hausse de 29%, nombre d'accidentés corporels, et une hausse de 32% de blessés. Et on peut dire que voilà, les gens, même si par rapport à l'année dernière, il y a une petite baisse, mais voilà, il y a toujours ce problème qui existe en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, les comportements des gens ne changent pas forcément, parce que même si les gens meurent moins, mais il y a toujours des blessés graves et qui, justement, après leur accident, se retrouvent soit en situation de handicap, et justement, comme on parlait Emmanuel et Moïse, quoi. Et moi, Moïse, j'aimerais te demander, la question que j'aimerais te poser, c'est comment maintenant tu vis ta vie en tant que personne en situation de handicap? Est-ce que voilà, tu as pu accepter ce qui t'est arrivé, quoi? Oui, pour moi c'est plus facile parce que je suis tantôt valide et je suis départagé au milieu. Je suis tantôt valide et tantôt invalide. Donc, moi je dis que je suis peu handicapé, donc je ne comprends pas ce que c'est être handicapé. Parce que être handicapé, comme je dis à Manu la dernière fois, je suis retombé encore une fois il y a une semaine, et en Tissanais, je ne pouvais plus marcher. Et dehors, dans la maison, j'ai rampé pour rentrer. J'ai vu que c'est très dur de se handicaper. Puis moi, j'ai dit à Manu, c'est très dur. Et moi, je ne voulais pas vivre ça. Et maintenant, ils m'ont dit, il te faut encore 15 jours pour pouvoir marcher. Donc, maintenant, les 15 jours passés, je remarche, je remercie le ciel, je remarche, mais j'ai remarqué que plus on souffre, plus je souffre de quelque chose, ça me donne encore envie d'aller plus loin. Et je voulais vous dire aussi que par rapport à l'accident, c'est surtout quand on voit un handicapé, c'est surtout le regard de l'autre qui fait peur. Et moi je dis que c'est dépasser tout ça. Il faut prendre le handicapé comme compagnon de route. Il ne faut pas avoir peur d'un handicap. Il faut vivre avec. Et moi, c'est comme ça que je vois. C'est-à-dire, c'est une continuité. Il faut vivre et faire avec les handicaps. Ils font parler d'eux, ils font parler de handicap. Souvent on dit handicap, on a surtout peur, pour les valides, je pense qu'ils ont surtout peur qu'ils soient contagieux. Je ne savais pas que le handicap était contagieux, moi. Oui, mais bon, le handicap physique, c'est pas tout ça. Mais ce que j'invite la population à faire, c'est de venir aux manifestations des personnes handicapées qui veulent se montrer pour en parler. Parce qu'ils connaîtront mieux le handicap. Et puis, moi, je préfère qu'ils viennent vers le handicap que le handicap rentre chez eux. Parce que le jour où ils seront handicapés, ils vont devoir en parler, mais ils vont se dire, merde, je n'ai pas fait attention quand on m'en parlait avant. Donc voilà, vivre le handicap, c'est pas facile, mais c'est une autre vie. Là, on revit toujours. Hein. Mais par exemple, le problème, c'est, pour ceux, surtout un gros problème, pour ceux qui ont été accidentés, qui ont eu une coupure dans leur vie. Par exemple, moi, j'ai 29 ans. Donc, là, je me retrouvais, quand on m'a dit que je me retrouvais en fauteuil, je dis ok, mais c'est comment la vie en fauteuil? Je ne connais pas. Et j'ai dû tout réapprendre, comme un bébé, à m'enrouler avec le fauteuil, à utiliser le fauteuil, à savoir comment me débrouiller, à réfléchir comme quelqu'un qui vit en fauteuil. Et je vois ceux qui sont nés handicapés, qui grandissent avec leur fauteuil, eux, ils ne voient jamais de problème.
ils cherchent une solution. Et puis, parce que moi, par exemple, je suis handicapé, je suis en fauteuil, ça fait 30 ans, 35 ans. Mais dès que j'arrive je vais dans un endroit, je cherche, je me dis toujours, punaise, j'ai un problème, c'est pas adapté. Je parle, je raisonne comme ça. Parce que j'ai vu les personnes qui étaient avec moi, qui étaient nés handicapés, ils venaient en fauteuil aussi, puis ils disaient, bon, on va essayer de passer par là, je sais pas. Et moi, je ne raisonne pas comme ça, je raisonne positivement, c'est négatif. Parce que je dis, en fauteuil, je ne peux pas passer. Et c'est pas ça qu'il faut. Il faut raisonner positivement, il faut dire comment on y arrive. On se dit, sans problème, hein, on n'a pas été arrêté par les gendarmes. On se dit, tiens, on est champion. J'ai réussi. Et ben, moi, je vous dis, faire une autre réflexion, c'est est-ce que vous en êtes fiers à ce moment-là d'avoir fait le camp? Parce qu'on a été dans la circulation, on a été un danger. Un mec, quand vous voyez un mec bourré qui prend le volant, vous avez envie de vous mettre à côté ou bien, je ne sais pas. On n'a pas, je ne sais pas, c'est un danger pour tout le monde. Et il peut se tuer lui-même aussi. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas prendre le volant. Il dit, ah non, mais il continue à boire, il continue à mener une vie comme avant. Donc, ça ne leur fait pas peur. Mais, pardon, je veux dire que je voudrais qu'on organise ce genre de propagande à l'IFO dans les îles, parce que là-bas, c'est dans les tribus qu'il y a le noyau des dangers. Mais comment le faire? C'est un autre problème. Et une chose que je t'ai rajoutée aussi, c'est que quand on dit maintenant, ouais, là, il faut faire attention parce que dans la boisson, mais ils me disent, ah ouais, tu dis ça parce que c'était comme ça. Donc ça, non, ça n'a rien changé. Mais moi je dis souvent dans le témoignage que, ici sur Grand-Père, que dans une salle, s'il y a 300 personnes, mais vous arrivez à sauver une personne qui suit nos conseils, ben c'est déjà une vie sauvée et c'est ça qu'on recherche. Voilà. L'alcool, c'est bien de boire, mais attention. C'est celui qui conduit qui ne boit pas. Voilà. Moi, j'aimerais remercier toute l'équipe. Merci à Radio Dido de nous permettre encore de partager cette émission d'esprit sur les ondes de Dido. Merci à toute la population qui nous a écoutés. Merci à Alex. Merci à Roland, à nos invités Emmanuel et Moïse. Merci à Michel et à nos deux accompagnateurs Myriam et Germain. Merci Kenji pour nous avoir accompagnés encore ce matin. Et puis venez à Rivière-Salée à la maison de quartier pour la journée des 40 ans de la VH. Et puis merci encore pour tout et passez un bon week-end, une belle journée. Merci. 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 Merci.